Bonjour et content de vous retrouver. Je l'espère un peu moins hirsute que la dernière fois. Et lors du webinaire précédent, nous avions évoqué déjà les ambitions technologiques de la Chine. Et les Chinois, la 5G, ils connaissent. Et ils y connaissent même pas mal de choses. Ils espèrent avoir 200 millions d'utilisateurs avant la fin de cette année. Et ils y croient tellement qu'ils se préparent déjà à la future génération. Ils viennent de lancer un premier satellite 6G pour étudier ses performances dans l'espace. En Europe et en Belgique, ce n'est pas vraiment le même enthousiasme. Chez nous, la problématique centrale, c'est la santé. Et il faut reconnaître que balancé entre fake news et débats scientifiques contradictoires, les citoyens sont un peu perdus et l'absence de certitude rend méfiant, c'est normal. Des éléments liés à la santé seront évoqués durant ce webinaire, mais l'accent sera surtout mis sur l'utilité et le domaine d'application de la technologie. Pour être clair, plutôt que de tenter de répondre à la question la 5G, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé, on se focalisera aujourd'hui sur celle-ci. La 5G, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessaire? Pour qui et pourquoi? Pour nous éclairer, nous accueillons aujourd'hui Geoffrey Joris, ce n'est pas Emmanuel Dequesne comme c'était initialement prévu. Geoffrey Joris est conseiller général Wallonie et Business Group Leader Télécom chez Agoria. Agoria, c'est la fédération, comme vous le savez, des entreprises manufacturières et digitales dans notre pays. Elle regroupe plus de 2000 entreprises actives dans ce secteur, ce qui représente 300 000 emplois et probablement autant d'emplois indirects. Geoffrey Joris a décroché un doctorat en Public Administration et Public Management à l'Université de Liège, où il garde un poste de collaborateur scientifique. Il a été chef de cabinet adjoint du ministre-président de la Wallonie entre 2012 et 2017. Avant de rejoindre Agoria il y a 2 ans, il a aussi travaillé 2 ans chez DXC Technology, qui est un fournisseur de services de transformation digitale. Voilà, Monsieur Joris, merci d'assurer le remplacement de Madame Duquesne et je vous donne le rôle d'animateur. Un petit instant. Et voilà. Je ne vous entends pas. Ah, votre micro est coupé. Voilà, je le rétablis. Peut-être utiliser le micro de l'ordinateur. Ah, Vous voilà. m'entendez mieux comme ça, c'est parfait. Et alors, je vais partager mon écran. Attendez juste une seconde. Ça marchait évidemment parfaitement tout à l'heure. Ça marche pas maintenant. Voilà, nous y sommes. Donc, comme c'était proposé dans l'introduction, je suis évidemment ravi de pouvoir partager avec vous une série un moment de midi autour d'une technologie importante à la fois pour le secteur d'Agoria, mais aussi d'une manière générale pour l'ensemble de l'économie en Belgique. Vous allez le voir, la 5G, ce n'est pas simplement une technologie liée au secteur télécom, mais c'est surtout une technologie qui a le potentiel de transformer les pratiques industrielles, économiques et sociales sur l'ensemble des secteurs de l'économie en Belgique. Alors, évidemment, avant de vraiment vous présenter quel est le potentiel de cette 5G et comment elle va participer à transformer les pratiques économiques et sociales, ça me semble quand même important de vous expliquer quelle est la particularité de cette technologie. Alors, rassurez-vous, l'idée n'est pas de vous faire un cours de physique hein, et de vous expliquer et à la fin de vous faire un petit test sur votre compréhension, mais simplement peut-être vous donner un certain nombre de guidelines ou de références qui vous permettent de comprendre les cas d'usage qui sont généralement associés à la 5G et en quoi ces cas d'usage ne sont pas réalisables sans la 5G. Donc, premièrement, l'idée autour de la 5G, ce qu'il faut avoir en tête,
c'est probablement la première particularité qui rend cette technologie particulièrement particulière et essentielle dans les cas d'usage que nous avons évoqués ensemble. C'est vraiment la latence de cette technologie. Alors, lorsqu'on parle de latence dans le cadre des secteurs télécoms ou des médias, c'est le temps de distance, c'est le temps que doit parcourir, que doit être utilisé pour transmettre une information sur un réseau donné. Si on prend par exemple l'exemple un peu classique de Monsieur Tout-le-Monde qui est dans son salon à Bruxelles et qui regarde un match de tennis en Australie, la latence, c'est le temps qu'il faut pour que l'image qui est perçue en Australie traverse l'ensemble des réseaux et arrive sur les écrans, les écrans de Bruxelles. Donc cette latence, c'est bien cette distance, cette rapidité, ce temps qui est nécessaire pour transmettre une information dans un réseau. Alors dans le cadre de la 5G, dans le cas de la 4G, par exemple, cette latence était déjà relativement bonne, hein, puisqu'on parle d'une latence comprise entre 30 et 40 millisecondes. C'est ce qui nous a concrètement, c'est ce qui nous a permis dans le passage de la 3G à la 4G de pouvoir obtenir, par exemple, nos mails sur notre téléphone portable, pouvoir s'échanger des photos rapidement, télécharger un certain nombre d'applications vidéo sur notre téléphone portable. Par contre, lorsqu'on parle de la 5G, cette latence va vraiment faire un bond qualitatif très important, puisque on parle d'une latence dans le cadre de la 5G d'une milliseconde, voire presque un peu moins d'une milliseconde dans les développements ultérieurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on parle d'une milliseconde, hein, parce que ça paraît peut-être un peu abstrait, mais une milliseconde, ça signifie concrètement que c'est une transmission instantanée. C'est-à-dire que dans un réseau 5G, lorsqu'une information est envoyée, elle est instantanément transmise à l'ensemble des personnes qui sont actives sur le réseau. Et donc, il n'y a bien aucune latence possible, c'est de l'instantanéité qui est proposée. Alors, évidemment, dans ce cadre de situation, avec cette particularité de cette technologie, le cas d'usage qui est généralement imaginé, plébiscité et communiqué dans l'ensemble des médias, c'est notamment les applications liées à la mobilité autonome. Alors, vous vous rendez bien compte que lorsque cette voiture autonome, cette voiture intelligente va être mise en place sur leur réseau autoroutier, il est évident, évidemment, qu'il faut une latence proche de zéro, il faut vraiment une instantanéité des réactions de l'appareil pour évidemment éviter toute une série de problèmes de sécurité sur le réseau automobile. Alors, cette voiture autonome, on entend beaucoup parler, mais c'est loin d'être quelque chose de purement fantaisiste ou qui ressort de la science-fiction, hein. Il y a déjà des tests qui sont aujourd'hui utilisés, mais sa généralisation et sa diffusion à large échelle sur des réseaux grandeur nature ne peut pas se faire sans l'utilisation de la technologie 5G. Alors, évidemment, si en tout cas la voiture autonome est un peu présentée comme le cas d'usage emblématique, il y a également d'autres cas de mobilité autonome. C'est notamment toute l'autonomie liée à la navigation. Aujourd'hui, en Corée, qui était quand même le premier pays à déployer un réseau 5G sur son territoire, des cas en partenariat avec Samsung sont aujourd'hui utilisés pour tester des navires complètement autonomes. Alors, bien, pour le moment, plutôt autour des ports de la péninsule, mais l'idée, c'est évidemment d'avoir des bateaux qui puissent, sur l'ensemble des terres de la planète, pouvoir complètement se piloter de manière autonome. Alors, au-delà de la Corée, il y a également des cas qui sont testés, notamment en Wallonie, avec des barges autonomes. Alors, évidemment, ces cas d'usage n'utilisent pas la 5G, puisque la 5G aujourd'hui en Wallonie et en Belgique n'est pas encore une réalité. Et c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, le marché et les acteurs de l'économie en Belgique participent à cet effort mondial autour du développement de cas d'usage et attendent une série l'accès à ces technologies pour vraiment pouvoir démontrer et commercialiser un certain nombre de services et de produits. Alors, en Belgique aussi, les cas en matière d'autonomie de mobilité sont également présents, se développent. Il y a notamment le cas des drones autonomes médicaux, à la fois pour apporter un certain nombre d'ustensiles sur des cas par exemple, des lieux d'accident, des choses comme ça, mais aussi pouvoir mieux gérer notamment les dons d'organes dans le cadre du système de soins de santé. Alors, concrètement, il y a déjà des premiers vols de drones médicaux qui ont été testés en Belgique, notamment en 2019, en lien avec la SAPCA, Skies et The Beacon. Beacon qui est une structure apparentée à Agoria et qui accompagne les entreprises dans le processus d'innovation. Mais au-delà des cas de la mobilité, qui sont, comme je vous disais, un peu l'emblème de ce qu'on peut faire avec un réseau 5G, il y a également toute cette latence, en fait, cette instantanéité de transfert d'informations sur le réseau 5G,
peut également avoir des cas d'usage très intéressants au niveau de l'e-santé. Alors, quand on parle de e-santé, on parle généralement de tout ce qui est robotisation et opération à distance, qui sont un peu aussi des exemples un peu emblématiques ou souvent véhiculés dans le cadre des use cases liés à la 5G. Alors, à nouveau, ce n'est pas du tout de la science-fiction, puisque notamment en Belgique, nous avons une très forte expertise en matière de robotisation des soins de santé. Mais il y a également aujourd'hui des tests grandeur nature de l'utilisation d'un réseau 5G pour organiser des opérations à distance. Il y a eu notamment, il y a de cela quelques mois maintenant, une opération qui s'est tenue entre un chirurgien basé à Londres et une opération menée à Los Angeles, le tout au travers d'un réseau 5G. Alors, ça peut paraître un petit peu de nouveau science-fiction, mais l'idée de la robotisation de la santé, c'est notamment, premièrement, éviter un certain nombre de personnes dans les salles d'opération, donc réduire les cas de contamination. Et c'est aussi un moyen de mieux allouer les chirurgiens et les acteurs de la santé à des pathologies particulières. Alors, notamment, sans rentrer dans trop de détails, on sait qu'un certain nombre de maladies ou d'opérations ont des chances de succès plus l'opérateur, donc plus le chirurgien est exposé au nombre de fois à cette opération. Et donc, l'idée de pouvoir opérer à distance, c'est de pouvoir hyper spécialiser un certain nombre de chirurgiens, peu importe où ils se trouvent sur le monde, et de les allouer, entre guillemets, à des pathologies, à des patients en particulier, pour essayer d'améliorer la qualité et le succès d'un certain nombre d'opérations. Alors, au-delà de ces cas d'usage très finalement assez spécifiques, sans doute le cas d'application en matière de santé lié à la 5G qui va vraiment s'intégrer le plus dans le cadre de notre quotidien et de nos pratiques de santé, c'est vraiment tout ce qu'on appelle les applications de e-santé ou de mobile santé. Donc, ce sont toute une série d'applications qui vont permettre en fait de monitorer vos paramètres médicaux à distance en temps réel. Et donc, c'est par exemple monitorer votre taux d'oxygène dans le sang pour des personnes qui ont des maladies pulmonaires. Ça peut aller jusqu'à monitorer le système, le rythme de fonctionnement d'un pacemaker à distance. Et l'idée est de nouveau de pouvoir maintenir plus facilement à domicile un certain nombre de patients, ce qui va éviter de les emmener à l'hôpital, de les exposer à un certain nombre de pathologies, notamment les staphylocoques dorés, et donc à la résistance bactérienne au sein des hôpitaux, et de pouvoir ainsi améliorer la qualité de vie et la qualité de service du secteur des soins de santé. Alors, à nouveau, ce n'est pas quelque chose de complètement de la science-fiction, puisque notamment en Belgique, l'INAMI suit l'application et le développement de ces technologies et de ces applications, et a récemment notamment décidé que ces applications de médecine feront l'objet d'un remboursement par les soins de santé, ce qui vous montre bien en évidence que ces technologies, ces applications vont vraiment s'inscrire dans tout le processus des soins de santé et vont vraiment réinvestir, restructurer la manière dont on lie le patient à toute la chaîne des soins de santé dans un système de données, notamment par exemple dans le cas ici de la Belgique. Alors, un autre cas d'usage intéressant qui est lié à la latence, c'est notamment tout le développement de l'industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0, c'est cette automation plutôt des lignes de production et des modes de production au sein des entreprises. Alors, vous savez que c'est largement en route, mais la 5G va vraiment permettre de pouvoir améliorer les cas d'usage et le spectre possible via l'automatisation. Alors, c'est déjà aujourd'hui notamment un nouveau référentiel ou un nouveau standard pour le monde industriel, notamment dans certains secteurs très spécialisés, voire même dits plus ou moins traditionnels, comme par exemple la scierie, ou par exemple un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui veulent moderniser leur ligne de production sont confrontées aujourd'hui au fait que toutes les machines qui sont aujourd'hui mises sur le marché s'opèrent au travers d'un réseau 5G. Donc, nous avons notamment des remontées de nos membres, par exemple, qui nous disent qu'aujourd'hui, en l'absence de l'accès à la technologie 5G sur le territoire belge, ils sont simplement obligés de postposer leurs investissements et donc le renouveau de leur équipement de production, ce qui a évidemment un impact sur leur compétitivité et sur leur capacité à générer de nouveaux marchés. Alors, d'une manière plus large aussi, si de sorte comme ici, par exemple, le cas de Syrie, c'est des choses peut-être plus spécialisées, mais déjà certains secteurs entiers qui sont très en phase avec la modernisation, l'automatisation sur les lignes de production, comme par exemple le secteur automobile,
sont très largement aussi concernés par l'accès à la 5G, notamment, par exemple, on peut citer le cas de Audi ou du BMW, qui aujourd'hui en Allemagne équipent l'ensemble de ces lignes de production de la 5G. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les grands groupes internationaux, lorsqu'il s'agit de décider des lignes d'investissement, de savoir dans quel site ou dans quel business unit les investissements vont être réalisés, il existe un certain nombre évidemment de variables de comparaison. Et aujourd'hui, dans ces variables de comparaison, l'accès non seulement à la 5G, mais une 5G de qualité qui va permettre le développement d'industrie 4.0 font partie des variables de comparaison. Aujourd'hui, notamment dans le cadre du secteur automobile en Belgique, notre secteur fait l'objet d'un manque de compétitivité, notamment dû à l'incertitude, à l'accès à ces technologies. Alors concrètement, en quoi est-ce que la 5G est utile pour ce genre d'usine ou de secteur? C'est notamment la flexibilité que ça confère. Et donc, via la 5G, d'énormes quantités d'informations de manière instantanée peuvent être échangées, et tout se fait de manière mobile, sans connexion. De telle manière qu'on pourrait tout à fait imaginer que dans certaines entreprises, les lignes de production se font et se défont en fonction de la demande, se restructurent plusieurs fois sur la semaine pour pouvoir correspondre au flux des commandes et au flux de production rendu nécessaire. Ça rend donc les lignes de production et les entreprises beaucoup plus flexibles par rapport à la demande et en matière de gestion, et donc évidemment beaucoup plus compétitives. Alors, au-delà de la latence, qui est une des grandes caractéristiques de la 5G, la deuxième grande caractéristique, c'est la vitesse qu'il est possible d'atteindre avec cette technologie. Alors, lorsqu'on parle de vitesse de connexion dans le cadre d'un réseau télécom, on vise en réalité le volume d'informations qui peut être transmise sur le réseau. Alors, dans le cadre de la 4G, cette vitesse, ce volume d'informations transmissibles était relativement déjà bon. On parlait de 30 mégabytes par seconde. De nouveau, c'est ce qui a permis dans du B2C d'avoir accès à la vidéo et au mail sur notre téléphone portable, ce qui a quand même transformé les pratiques de consommation des consommateurs. Mais dans le cas de la 5G, de nouveau, on est dans une rupture technologique relativement importante puisqu'on parle d'une vitesse de pointe entre 100 mégabytes voire 20 gigabytes par seconde. Alors, ces chiffres paraissent peut-être un peu absolus, un peu déséthérés comme ça, mais l'idée que vous devez retenir, c'est que les volumes d'informations sont gigantesques dans le cadre de la 5G. Et si vous cumulez ça avec la première des caractéristiques, qui est une latence de l'ordre de l'instantané, eh bien, vous commencez à comprendre qu'au sein d'un réseau 5G, il est possible de transmettre d'énormes quantités d'informations de manière instantanée. Alors, cette particularité peut avoir comme première conséquence des cas d'usage particulièrement intéressants dans les pratiques quotidiennes des entreprises, mais aussi des citoyens. C'est notamment tout le développement de la technologie de ce qu'on appelle la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, qui va permettre vraiment de repenser la manière dont on va former et construire les processus d'entretien et de fonctionnement dans toute une série d'entreprises. Alors, de nouveau, ce n'est pas de la science-fiction. Il existe notamment aujourd'hui des cas et des pratiques qui sont en train d'être développés. En l'occurrence ici, un cas qui a été développé par DXC Technologies aux États-Unis. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est un mécanicien qui est muni d'un casque connecté sur un réseau 5G de manière mobile. Et il y a donc une réalité augmentée qui est projetée sur la voiture qu'il est en train de réparer. Et on lui conseille, donc avec des signaux visuels, des pop-up, etc., on l'informe quel est le processus qu'il doit suivre, quelle pièce est-ce qu'il doit modifier, dans quels sont les paramètres à suivre, etc. Alors, vous imaginez que dans un ensemble de processus ou une entreprise, cette réalité augmentée va vraiment permettre d'améliorer, la qualité des services, mais aussi de rendre beaucoup plus flexibles les forces de travail, puisque en matière de formation, les choses sont plus simplifiées, beaucoup plus concrètes, et on peut facilement passer finalement d'un service à un autre, d'un processus à un autre, puisque le travailleur est lui-même accompagné dans cette flexibilité de ses fonctions. De même, en matière, si on réfléchit en termes de politique de formation de la part par les institutions publiques, par exemple, tout ce qui est organisé par les centres de compétences, l'IFAPME, le FOREM, le VDAB, etc., eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que tous ces centres puissent avoir une politique de formation améliorée, accélérée. Et on sait qu'avec le tournant digital aujourd'hui, tout le challenge que va être l'upskilling et le reskilling des forces de travail. Et donc,
cette technologie permet aussi d'offrir un certain nombre de solutions pour rencontrer le défi qui se place devant nous. Alors, cette vitesse qui permet donc d'avoir un très grand volume d'informations qui est transféré de manière instantanée sur le réseau va permettre aussi le véritable développement de ce qu'on appelle les smart cities à proprement parler. Alors, au-delà des cas d'usage un peu classiques que l'on entend, hein, les éclairages intelligents, les poubelles intelligentes, etc., de manière générale, il y a aussi des cas très particuliers liés à la mobilité, ou dans lesquels, par exemple, puisqu'on peut envoyer énormément d'informations en même moment, il serait possible au niveau d'une ville, d'une région, imaginons par exemple Bruxelles, toute la région de bruxelloise pourrait être gérer sa mobilité en temps réel, en monitorant l'ensemble des personnes qui arrivent par train, par tram, par voiture, etc., pouvoir améliorer, pouvoir changer de manière instantanée et en continu les panneaux d'affichage, améliorer ou repenser les horaires des transports en commun, modifier par exemple les tarifications des parkings en fonction de la demande et de l'offre à un moment donné. Alors à nouveau, ça paraît un peu un cas d'usage théorique, mais c'est déjà le business model d'un certain nombre de sociétés existantes aujourd'hui en Belgique. C'est notamment le cas de Stomlink, qui est une société bruxelloise dont l'activité aujourd'hui est l'utilisation de ces données de mobilité pour offrir une offre de services publics améliorée sur la zone de Bruxelles et qui pourrait voir son business model complètement transformé, amélioré au travers de l'accès à ces technologies 5G. Et je vous ai mis ici dans le bas du slide un lien vers une vidéo notamment qui a été réalisée par Agoria à ce sujet. Ensuite, la troisième grande caractéristique qui est importante à avoir en tête au niveau de la 5G, c'est la capacité, grâce à cette technologie, de pouvoir rassembler les informations émanant d'objets connectés. Et on estime qu'on pourrait avoir jusqu'à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré, ce qui va permettre évidemment de dégager beaucoup d'informations. Et grâce à la vitesse du réseau et l'instantanéité, la latence proche de zéro, va pouvoir transmettre en continu et de manière instantanée toute une série d'informations qui vont pouvoir faire l'objet d'un traitement et de se traduire par des actions, par des applications spécifiques au service d'une entreprise particulière ou de la société de manière plus générale. Alors, ceci va permettre quoi? Ça va permettre en fait de dégager en continu et de gérer des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels les informations hétérogènes sont appelées à fonctionner, être reliées entre elles et de définir des réponses particulières dans le cadre d'un service particulier, d'un produit particulier à définir. Et notamment, qu'est-ce que ça va notamment permettre? Ça va concrètement rendre possible ce qu'on appelle les communautés d'énergie renouvelable, par exemple, ou ce qu'on appelle aussi les smart grids, dont on entend quand même beaucoup parler, et qui combinent en fait des sources d'énergie qui sont différentes. Donc on pourrait, par exemple, il y a de l'hydraulique, du nucléaire, de l'éolien, du photovoltaïque très éclaté, puisque chaque maison, avec ses panneaux solaires, pourrait tout à fait être lui-même autoproducteur d'énergie qui le renvoie sur le réseau. Et donc, vous voyez que les contraintes de production de chacune de ces sources d'énergie sont très complexes. Et donc, au travers de la 5G et du volume d'informations en instantané que l'on peut gérer, on va pouvoir faire parler entre elles ces différentes sources d'informations et donc pouvoir optimiser la gestion de cette communauté d'énergie renouvelable, rendre possible l'interfaçage entre ces différentes sources d'énergie, tout en maintenant évidemment à l'équilibre le réseau électrique, ce qui était évidemment un enjeu technique et le fondement même d'un fonctionnement d'un réseau d'énergie. Et c'est notamment des cas d'usage qui sont aujourd'hui testés, hein, puisque je vous montrais ici à côté l'architecture d'un projet notamment mené par le Cluster TUID en Wallonie, en partenariat avec le pôle de compétitivité Mécatech. Et donc ce sont des choses aujourd'hui qui sont presque testées, qui attendent d'avoir accès évidemment à ces technologies 5G pour pouvoir déployer à large échelle ces cas d'usage. Alors d'une manière générale, vous voyez qu'au niveau de ces trois grandes caractéristiques qui rendent possibles des cas d'usage qui jusqu'ici étaient irréalisables, ou en tout cas pas à une échelle globalisée au niveau d'un continent, d'un pays, d'une région ou d'une ville. Et donc, il y a vraiment, c'est pour cette raison qu'on appelle que la 5G est un catalyseur technologique, c'est-à-dire que c'est une technologie qui a la capacité de transformer de manière profonde l'ensemble de nos pratiques dans différents secteurs et donc de repenser la manière dont on fonctionne aujourd'hui au sein de notre société.
Alors concrètement, en termes de croissance économique, de retombées économiques ou de croissance économique, la Commission estime que le déploiement de la 5G au niveau européen pourrait ramener jusqu'à 113 milliards de retombées économiques additionnelles par an. En Belgique, si on pouvait capter ce potentiel, ça pourrait représenter aux alentours de 36 000 emplois supplémentaires en Belgique, dont un peu plus de la moitié seraient des emplois directs liés au secteur télécom, et avec des avantages économiques de 3 milliards annuels par an donc, en Belgique. Vous voyez donc qu'il y a un potentiel économique, notamment grâce à ces fameux cas d'usage qui vont développer de nouveaux services, de nouvelles applications au sein de l'économie et au profit évidemment des citoyens. Alors, lorsqu'on interroge aussi les entrepreneurs et les acteurs économiques, ils ont bien compris, pour la plupart en tout cas, le potentiel disruptif de cette technologie, hein, puisque lorsqu'on les interroge sur leur intérêt ou sur la capacité, quelle technologie va avoir le plus d'impact sur leur business model, l'accès à la 5G est la deuxième technologie la plus plébiscitée. Donc, on sent vraiment qu'à la fois le secteur industriel, économique, comprend les enjeux qui sont aujourd'hui liés à la 5G et l'impact que ça pourrait avoir sur leur business model. De même, si on les interroge sur le fait de savoir si, une fois que cette technologie sera mise à disposition, est-ce qu'ils seront prêts à l'intégrer concrètement hein, dans leur pratique et dans leur politique d'investissement. Vous voyez ici les comparaisons internationales, vous voyez notamment la Belgique dans ce graphique, et vous voyez que en tout cas, il y a 63% des entrepreneurs interrogés qui sont prêts à le faire soit dans l'année d'accès à la technologie, soit dans la 1 ou 2 années qui vont suivre l'octroi ou le développement de ces technologies à large échelle. Vous voyez donc, il y a vraiment une demande et un appel, une prise de conscience que ces technologies va vraiment pouvoir avoir un intérêt et un effet de levier dans une optique vraiment de développement B2B au niveau économique et industriel. Alors, compte tenu de ce potentiel et de cet enjeu important, bien évidemment, tous les États membres au niveau de l'Europe ont évidemment compris le potentiel et l'importance de se positionner sur le déploiement de ces technologies. Et donc, concrètement, aujourd'hui, en Europe, 24 États membres ont commencé à développer les premiers services commerciaux liés à la 5G. Vous verrez quand vous voyez sur la carte que la Belgique n'est pas tout à fait dans le trend européen, notamment parce qu'en Belgique, aujourd'hui, on attend toujours une série d'étapes importantes pour le déploiement de la 5G, notamment la mise aux enchères des bandes de fréquences et des modifications des normes d'exposition, mais nous allons y revenir. Concrètement, aujourd'hui, en Belgique, il n'y a que des licences temporaires qui ont été octroyées par l'IBPT, mais qui ne permettent pas du tout de déployer des cas d'usage 5G à la hauteur des cas d'usage dont je vous ai évoqué ici en début de présentation. De même, il y a quand même toute une série de POC, de projets pilotes qui sont aujourd'hui menés en Belgique, dont notamment dans le port d'Anvers, hein, ce qui fait quand même souvent l'objet de communication dans la presse. Et vous verrez ici, et ce n'est pas une erreur, tous ces exemples sont tous aujourd'hui en Flandre, puisqu'il n'y a qu'en Flandre aujourd'hui où il y a manifestement un buy-in important par les autorités publiques de la technologie 5G et vraiment une vraie volonté de pouvoir avancer sur des projets pilotes concrets au niveau B2B. Alors, au-delà de toute cette logique industrielle et économique, ce qui est aussi important à peut-être avoir en tête aujourd'hui, c'est que la 5G, c'est non évidemment un potentiel important dans le cadre du B2B, mais c'est aussi un potentiel important dans le B2C. Pas simplement parce que ça va améliorer la qualité de service, mais simplement ça va permettre de maintenir la qualité de service que l'on connaît aujourd'hui au niveau du secteur télécom, puisque si on tient compte à la fois de l'évolution des pratiques et des consommateurs et l'évolution attendue, notamment en matière d'objets connectés, bien, si le réseau aujourd'hui 4G reste inchangé, nous allons en fait avoir une diminution de service puisque les réseaux seront largement saturés par les nouvelles pratiques. C'est une réalité très concrète puisque vous voyez ici, je vous ai mis les cartes de saturation en heure de pointe, notamment à Bruxelles. Les points rouges, ce sont les points de saturation et vous voyez bien que déjà en 2021, nous sommes dans une situation qui peut être parfois critique en matière de qualité de service en heure de pointe sur Bruxelles. Et ce qui est attendu en 2022 est évidemment encore davantage inquiétant ou en tout cas perturbant pour les gestionnaires télécoms. Et c'est évidemment notamment dû aux évolutions des pratiques, le télétravail, qui s'en deviendra notamment de plus en plus la règle
en matière de rapport quotidien à nos fonctions. Alors, évidemment, comme on l'a dit en introduction, si la 5G a des véritables potentiels disruptifs en matière économique et industrielle, il faut évidemment reconnaître aussi que ces technologies posent une série de questions aujourd'hui dans la population et qu'il convient évidemment de pouvoir offrir des réponses claires, transparentes, mais aussi et surtout peut-être objectives, ce qui nous semble manquer parfois un peu dans les débats, les positionnements que l'on peut entendre aujourd'hui dans la presse ou au travers des dialogues et de débats que nous menons au niveau local ou à des niveaux régionaux. Alors, notamment, une des premières grandes questions qui se posent généralement autour de la 5G, c'est toute la question de l'impact sanitaire, l'impact sur la santé de l'exposition à la 5G. Alors, la première chose peut-être qu'il convient de rappeler, c'est que le monde des télécoms n'est pas un monde de cow-boys, hein. C'est un marché et un secteur qui est très largement réglementé, normalisé, vérifié, monitoré au travers de données scientifiques, objectives, compilées et tout à fait accessibles, notamment à travers des institutions publiques telles que l'IPPT, l'ICEP ou autres organisations publiques. En ce qui concerne les normes d'émission, il existe une série de recommandations internationales qui sont proposées par une organisation qui s'appelle l'ICNIRP, qui est une institution, comme je vous le disais, internationale, scientifique et indépendante. Son travail est de pouvoir auditer l'ensemble des recherches qui sont aujourd'hui menées en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. Dans le cadre des ondes télécom, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 recherches, études et publications qui ont été aujourd'hui recensées. Et l'ICNIRP, dans un cadre de protocole très strict pour vérifier l'objectivité et la scientificité des protocoles de recherche, établit un certain nombre de recommandations en matière d'exposition. En la matière, la norme de référence proposée par l'ICNIRP est de 41,2 volts par mètre, en sachant que cette recommandation tient compte d'un facteur de précaution, d'un facteur 50. Autrement dit, l'ICNIRP, en auditant l'ensemble de la littérature scientifique, identifie à un moment donné un seuil dans lequel on voit les premiers effets sur la santé, que ces effets sont établis par les faits et reconnus au travers d'une méthodologie scientifique fiable et stabilisée, et elle prend un facteur de protection de 50 par rapport à ce premier seuil-là. Et donc, il y a donc bien une prise de précaution au niveau des recommandations qui sont adoptées et promues par l'ICNIRP. Ces normes sont également auditées au travers de l'OMS et au travers de la Commission européenne. Et aujourd'hui, tant l'OMS que la Commission européenne promeuvent les recommandations de l'ICNIRP en matière d'exposition, autrement dit, des normes de 41,2 volts par mètre. Alors, si on regarde maintenant la situation en matière de normes d'exposition en Belgique, et c'est une compétence qui est au niveau régional, hein, puisque ce sont des compétences qui sont issues des matières environnementales, et vous verrez que comparé aux normes européennes et aux normes de l'ICNIRP, les normes qui sont finalement retenues en Belgique sont très en dessous des recommandations internationales. À Bruxelles, on est de nouveau dans un facteur de 50 fois plus contraignante que les normes recommandées par l'ICNIRP. En Flandre et en Wallonie, on est aux alentours de 4 fois plus contraignants. Les petites différences ici sont simplement dues à des différences de calcul dans la couverture, dans la vérification des normes d'exposition. Vous voyez donc bien qu'en Belgique, nous sommes bien dans une situation qui est assez contraignante, ou en tout cas beaucoup plus restrictive que les recommandations internationales faites par l'OMS et l'Union européenne. Et donc, concrètement, il y a une double application du principe de précaution en Belgique, puisque les normes internationales qui contiennent ce principe de précaution font l'objet à nouveau d'une mesure de protection, une application du principe de précaution lorsque l'on arrive au niveau des régions belges. Alors, cette situation, on pourrait croire qu'elle est entre guillemets exceptionnelle, mais on pourrait croire que tous les États membres en Europe participent de cette manière-là. C'est en réalité loin d'être le cas. La situation de la Belgique est particulièrement exceptionnelle, hein, puisque vous voyez ici sur la carte, tous les pays en bleu appliquent en fait les recommandations de l'ICNIRP et donc les normes de la Commission, enfin les recommandations et les guidelines de la Commission européenne. Et donc la Belgique est largement esselée finalement en appliquant des normes particulièrement contraignantes au niveau du secteur télécom.
Donc concrètement, la demande qui est souvent historique des opérateurs et d'Agoria, c'est de pouvoir s'aligner sur ces normes internationales. Premièrement, parce qu'elles font déjà l'objet de l'application du principe de précaution et qu'il y a une vérification en matière d'impact sanitaire, mais aussi parce que ça ronge évidemment notre compétitivité, ralentit la connectivité du territoire belge, qui devient de plus en plus un facteur de différenciation et de compétitivité de l'ensemble de l'économie. Mais d'une manière plus générale et dans le cadre de la 5G, il est illusoire de pouvoir développer ou de déployer une 5G performante et qui va pouvoir garantir ou remplir les cas d'usage et donc les promesses qui sont faites aujourd'hui au travers de cette technologie avec une norme, les normes en tout cas qui sont aujourd'hui proposées par les différentes régions en Belgique. Alors, le deuxième axe sur lequel on entend, je lis beaucoup aussi de commentaires et de questionnements, c'est tout l'impact en matière environnementale. Alors, ici, généralement, lorsqu'on parle des effets environnementaux et des conséquences environnementales et énergétiques, généralement, c'est ce qu'on parle, on parle de l'effet rebond, c'est-à-dire le fait qu'en donnant accès à des nouveaux cas d'usage, en développant une nouvelle technologie, en fait, on va augmenter les cas d'usage et donc la consommation, et donc l'impact en matière énergivore et en matière carbone va elle-même augmenter. Hein, c'est un peu l'idée de dire, ça ne sert à rien si vous construisez de plus en plus de routes, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de voitures sur les routes. Alors évidemment, dans le cadre de la 5G, nous nions pas qu'il y aura évidemment un effet rebond, puisque tout l'espoir, c'est que cette 5G serve évidemment à quelque chose et donc développe des nouveaux cas d'application. Par contre, nous sommes convaincus, et c'est toute l'idée ici, et c'est bien la différence entre le passage de la 3G à la 4G, qui était essentiellement lié à des expériences usagées en B2C. La 5G, si on arrive à la déployer dans un contexte performant et pertinent par rapport à la technologie, l'idée est évidemment de développer des applications en B2B qui vont permettre en fait à d'autres secteurs beaucoup plus énergivores, notamment le secteur de la mobilité et du résidentiel, de pouvoir réduire et de paramétrer leurs impacts carbone. Donc, est-ce que la 5G est la solution à tout? Évidemment non. Et nous sommes convaincus, au vu des cas d'usage potentiels, que cette 5G va être une technologie qui va compléter l'écosystème des technologies capables d'amortir et de pouvoir accompagner l'évolution de nos pratiques en matière d'impact carbone. Alors, nous ne sommes évidemment pas, ce n'est pas simplement un argument incantatoire, il existe aujourd'hui toute une série d'études internationales, scientifiques et indépendantes qui sont en train de se développer et qui mettent en évidence cet effet de contamination, cet effet de levier des applications de la 5G sur les autres secteurs. Alors, vous avez notamment ici toute une série d'études qui sont reprises à gauche, hein, et donc vous voyez ici que si le facteur est supérieur à 1, il y a un gain en termes de gains en matière d'impact carbone. Et vous voyez que généralement, toute la 5G, si elle est déployée de manière optimale, va sans doute permettre d'offrir un certain nombre d'applications pour réduire l'impact carbone dans d'autres secteurs. Ça, c'est sans doute à moyen terme, et à court terme, on sait que les améliorations techniques qui sont liées au réseau télécom de la 5G vont sans doute pouvoir compenser l'effet rebond initial engendré par la mise à disposition de la 5G. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein, sans pour autant de nouveau vous faire un cours sur la structuration et le déploiement des réseaux télécoms en Belgique, mais dans le monde, hein, ça n'a rien de particulier au secteur belge. L'idée, c'est qu'il y a évidemment des antennes relais qui constituent ce maillage sur l'ensemble du territoire. Et dans le cadre de la 4G, si on prend une image un peu simple, c'est l'idée de dire que vous avez besoin d'une lumière sur votre palier de maison quand vous y allez. Dans le cadre de la 4G, ces antennes, ce serait comme si vous allumiez la lampe en continu, en disant, voilà, elle s'est allumée en continu de telle manière que quand j'ai besoin d'avoir accès à la lumière sur mon palier, la lumière est allumée. Dans le cadre de la 5G, on est dans une technologie qui est complètement différente, dans laquelle, pour reprendre la même analogie, c'est comme si on plaçait un capteur de mouvement. Et donc, l'idée, c'est que ces antennes relais ne vont s'actionner, elles vont changer de débit en fonction finalement de la demande réelle qu'il y a par les consommateurs. Et donc, tous ces changements techniques au sein même du réseau télécom vont compenser au départ le premier choc en matière d'effet rebond. Ceci donc pour vous montrer que si l'effet rebond, évidemment qu'il y aura, puisqu'on espère que cette 5G va permettre le développement de nouveaux cas d'usage, il peut en tout cas tout à fait être encadré
et monitorer au travers des applications. Alors, concrètement, si on parle de la situation belge aujourd'hui, évidemment, les prochaines étapes aujourd'hui sont relativement techniques et juridiques. Hein, comme je vous le disais, c'est l'octroi des bandes de fréquences, la modification des normes d'émission. Et c'est aussi des étapes qui sont aujourd'hui politiques, hein, puisque l'octroi notamment des bandes de fréquences au travers d'une mise aux enchères va faire l'objet d'une clé de répartition, par exemple, entre les entités fédérées. Mais il y a aussi des positionnements parfois qui sont pour un certain nombre de partis aujourd'hui, ou certains gouvernements plus compliqués à être favorables à un déploiement de la 5G et à fixer un certain nombre de conditions de déploiement. Alors, surtout, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui de pouvoir véritablement contribuer à l'information et à la transparence, à l'objectivité des données et des informations qui sont fournies auprès des consommateurs et des citoyens. Puisque l'on remarque que dans un récent sondage fait par Ericsson, que 70% des Belges aujourd'hui souhaitent être mieux informés en matière de 5G, mais en même temps, presque 60% d'entre eux n'arrivent pas à faire la différence entre des informations correctes ou incorrectes autour de cette technologie. Il y a donc vraiment un effort à faire, et ça, le secteur télécom est tout à fait volontaire à contribuer à cette démarche, mais un travail d'objectivation sur les données qui sont aujourd'hui fournies et développées et mises à disposition par les autorités publiques à destination des consommateurs. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes particulièrement ravis de la proposition qui a été faite par la ministre de support de créer une plateforme d'information objective et transparente autour de la 5G. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été mis en place aux Pays-Bas et qu'Agoria a notamment souvent porté comme une des actions potentielles et pertinentes en matière d'augmenter la maturité et la connaissance technologique des consommateurs et des citoyens. Mais ce que l'on demande aussi, c'est de pouvoir très rapidement développer et mettre à disposition du secteur économique et social des proof of concept, c'est-à-dire de pouvoir véritablement démontrer les cas d'usage auprès d'acteurs économiques, mais également sociétaux. Et donc, nous souhaiterons rapidement pouvoir développer à la fois des cas d'usage dans des zones particulières. On pourrait imaginer notamment des ports, des zones industrielles, des aéroports, ce genre de choses, mais aussi des proof of concept plutôt dits sociétaux, hein, pour travailler sur les smart cities, des applications en matière de santé, en matière de formation auprès des citoyens. Et donc peut-être la conclusion de cette présentation, hein, c'est d'avoir traversé l'ensemble à la fois des données très techniques liées au secteur de la 5G et secteur télécom, mais aussi de vous avoir présenté l'ensemble des cas d'usage et des limites et des questionnements qui se posent autour de ces technologies. C'est évidemment vous sensibiliser au fait que la 5G, c'est une des technologies qui concrétise le virage digital du monde et de l'économie. Et il est évidemment clair que la Belgique doit prendre ce virage pour rester maître de son destin économique, auquel cas les applications et les retombées économiques et sociétales en matière du tournant digital se feront autre part. Voilà. Et bravo pour le respect absolument impeccable du timing. Avec plaisir. Ah, mais je crois que vous êtes en mute. Oui, voilà. Ça va mieux comme ça. Oui. Quelques questions ont déjà été posées à l'avance. Pensez-vous que le déploiement de la fibre optique ne pourrait pas constituer une alternative convenable à la 5G? Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui est souvent présenté dans les débats que nous avons et les rencontres que nous avons avec une série d'acteurs. Mais fondamentalement, ça correspond peut-être à une vision un peu simpliste finalement de comment on constitue un réseau télécom. Alors généralement, ce qu'on entend, c'est dire, ben, voilà, il y a plusieurs manières de développer ça. Il faut faire de la fibre, du mobile ou des small cells. Alors, la réalité, c'est que ces trois technologies sont déjà combinées aujourd'hui dans le cadre de déploiement des réseaux télécoms, simplement pour des raisons d'optimisation, puisque vous avez des reliefs parfois différents hein, sur la personne, et donc parfois il faut du mobile. Parfois, ces antennes sont alimentées par de la fibre et dans certains cas, on a besoin de small cells pour aller un peu plus fin dans le maillage et pouvoir correspondre à la demande en matière de téléphonie mobile. Et donc, en fait, ces approches
fibre mobile, small cell, ne sont en réalité pas des solutions qui sont mutuellement exclusives, mais en réalité se combinent déjà. Et donc, évidemment, dans le cadre de la 5G, cette combinaison entre ces différentes technologies se feront aussi. Je constate deux questions qui vont dans le même sens. Concernant une installation limitée des antennes pour ne couvrir que les utilisateurs, je dirais, business, et éviter les crèches, les écoles. Eh bien, en fait, donc, premièrement, c'est un peu tout l'idée. Ça, on entend aussi beaucoup dans les débats et dans les discussions que l'on a, notamment avec le secteur public, les gouvernements, les groupes politiques, etc. C'est d'avoir cette idée d'un déploiement progressif ou ciblé de la 5G. Alors, premièrement, c'est un peu, ça va se faire entre guillemets, je veux dire, naturellement, même si finalement il n'y a rien de véritablement naturel. Mais ça va se faire simplement parce qu'effectivement, comme vous voyez dans les cas d'usage, les demandes en matière et le marché qu'il y a potentiel en matière de cas d'usage au niveau de la 5G vont évidemment vers des applications B2B. Donc évidemment, bien sûr que dans un premier temps, les premiers déploiements vont aller vers des cas d'application sur des zones industrielles, par exemple, ce genre de choses. Ça, évidemment. Ceci étant dit, ça me met un peu mal à l'aise, ce genre de choses, parce que ça sous-entendrait que toute une série d'autres éléments qui entourent le déploiement de la 5G peuvent être, eux, postposés. Ce n'est pas parce qu'on travaille d'abord par un ciblage spécifique sur des publics cibles ou des zones particulières qu'on ne peut pas aujourd'hui parler notamment de la norme d'exposition qui doit être revalorisée, puisqu'en réalité, il n'est pas possible de développer, même pour des publics cibles ou des zones particulières bien ciblées, des cas d'usage pertinents, sans revoir ces éléments constitutifs de la politique télécom ou de déploiement d'un réseau. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, comme je disais, c'est que les ondes aujourd'hui qui sont utilisées dans le cadre de la 5G correspondent en réalité aujourd'hui à la même technologie d'onde que celle de la 4G et donc rentrent dans le monitoring de l'ICNIRP dans lesquels les effets sur la santé ne sont pas démontrés, ou en tout cas sont paramétrés, notamment au travers des normes d'exposition, à l'application du principe de précaution, etc. Et donc aujourd'hui, notamment, toute la question des ondes millimétriques, si c'était ça aussi qu'il y a derrière les enjeux, ne sont pas du tout d'actualité aujourd'hui dans le déploiement du réseau 5G en Belgique et en Europe. J'ai eu quelques coupures. J'espère que ça va mieux maintenant. Oui. Alors, il y a encore une question. Vous y avez répondu. C'est quelles sont les principales entreprises intéressées par le développement? En fait, c'est très varié. Vous voyez quand même que dans les cas d'usage que j'ai présentés, le champ d'application est quand même très large et c'est ça qui fait de la 5G ce qu'on appelle un catalyseur technologique, c'est que ça touche en fait toute une série de secteurs qui vont pouvoir en bénéficier. C'est clair que, comme je disais, aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont plus, entre guillemets, facilement identifiables, notamment le manufacturing de manière générale, le secteur de la santé, etc. Mais d'une manière générale, je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une technologie qui va vraiment permettre de réinterroger les pratiques dans l'ensemble des secteurs. Une question concernant l'explication du retard de la Belgique. Est-ce que cela vient du fait qu'il y a trop peu d'opérateurs télécoms, notamment Proximus, qui a une grande part du réseau, et plus de concurrence pourrait ouvrir peut-être les mentalités et les pratiques par rapport à la 5G? Alors, premièrement, en matière en tout cas sur la répartition du marché télécom aujourd'hui, je pense que le marché télécom est un marché qui est très compétitif. Alors, bien sûr, on voit les opérateurs entre guillemets historiques, mais il existe toute une série d'autres opérateurs aujourd'hui. Donc, c'est un marché qui est très concurrentiel. Et lorsqu'on monitore une série de paramètres, on est tout à fait dans la moyenne des fonctionnements de marchés télécoms en Union européenne. Mais je pense que singulièrement, le retard aujourd'hui qui a été pris au niveau de la 5G est un retard plutôt politique autour du positionnement d'une série d'acteurs autour de ces technologies. C'est-à-dire que la répartition des compétences est tellement disparate, enfin pas disparate, mais capillaire entre guillemets entre les différents niveaux de pouvoir. Ça impose en fait une coordination importante entre le fédéral, les régions
ça impose des accords politiques, notamment, comme je le disais, sur des clés de répartition financière dans le cadre de l'octroi des bandes de fréquences, hein, il y a la mise aux enchères. C'est tout le débat autour des normes d'exposition aussi, parfois qui peut être compliqué pour une série d'acteurs politiques. Et donc, effectivement, c'est plutôt de cette nature-là, aujourd'hui, le retard, plus qu'au niveau des opérateurs et de la technologie en tant que telle. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire Alors, je vois. que si aujourd'hui la technologie, la 5G serait déployée automatiquement. Bon, évidemment, c'est une technologie qui se construit sur un réseau. Donc, évidemment, il faut aussi pouvoir prendre le temps d'équiper progressivement le réseau belge. Et donc, tout retard qui est pris aujourd'hui au niveau du cadrage juridique et réglementaire au niveau de la 5G, mais en fait, c'est traduit par un retard cumulé, puisqu'après, il faut pouvoir encore upgrader l'ensemble du réseau physique télécom à proprement parler. Quels sont les pôles de compétitivité wallons qui profiteront le plus de la 5G? Alors, on pourrait imaginer pas mal de choses, évidemment. Hein. D'une manière générale, on peut parler vraiment de tout ce qui est manufacturing, génie mécanique, etc. Donc, par exemple, on pourrait penser que toute la dynamique du pôle mécatech, par exemple, hein, au niveau wallon, pourrait largement bénéficier de ce genre de choses. Et toute une série d'autres secteurs aussi. On pourrait, par exemple, le secteur biopharma, qui est un secteur très actif et très important au niveau wallon, c'est finalement un secteur manufacturier comme un autre. Il produit un certain nombre de vaccins, par exemple. Et donc, il pourrait tout à fait bénéficier de cas d'usage en termes d'industrie 4.0, par exemple. Toute l'optimisation en matière d'énergie, par exemple, smart grid, smart metering, etc., ou toute la gestion intelligente des bâtiments, par exemple, pourrait tout à fait bénéficier au pôle greenwing, par exemple. Donc, je pense que c'est pas plus un pôle qu'un autre, mais par contre, je pense que ça demande de la créativité et du brainstorming aussi avec l'ensemble de ce travail de réseautage hein, des secteurs au travers des pôles qui doit être activé pour vraiment trouver comment est-ce que l'on traduit ça en particulier. Et tout l'enjeu, évidemment, dans une logique de politique économique et industrielle, c'est qu'au travers notamment d'instruments tels que les pôles de compétitivité en Wallonie, ce serait évidemment de pouvoir développer des cas d'usage en Wallonie ou en Belgique qui puissent être tout à fait exportables et donc de profiter de cette technologie 5G pour vraiment développer une expertise très forte au niveau économique et industriel en Belgique et pouvoir ainsi avoir des marges de croissance sur des marchés internationaux. J'ai deux questions qui se rejoignent concernant l'efficacité de la politique de communication avec le public. On constate qu'il y a une réticence quand même plus élevée chez nous que dans d'autres pays. Comment est-ce que ça se fait? À quoi vous pensez pour améliorer cette communication vis-à-vis de la population générale? Alors, il y a notamment deux éléments. Euh, Premièrement, sur la résistance ou les questionnements, en tout cas, qu'il y a dans le grand public autour de la technologie 5G. Ce qui est assez surprenant, c'est on est à nouveau dans deux écoles complètement différentes. Du côté francophone, on sent effectivement qu'il y a des interrogations, qu'il y a des demandes de dialogue et de pouvoir expliquer un certain nombre d'éléments. Ce n'est absolument pas le cas, par exemple, du côté flamand où au contraire, il y a une très forte volonté de développer la 5G, un intérêt important de voir apparaître des cas d'usage, etc. Donc, on est quand même dans deux dynamiques qui sont très différentes. Alors, je ne suis pas forcément partisan de la logique l'explication culturelle en disant les latins, les germains, etc. Mais je pense que c'est un peu réducteur quand même d'atterrir sur ce genre de choses. Mais il faut constater qu'effectivement, c'est plutôt du côté francophone que ces questionnements ont lieu. Et évidemment, nous sommes évidemment partisans de pouvoir davantage communiquer, se rendre disponible, fournir les informations et les interrogations. Mais ce qui nous semble aussi important, c'est de le faire dans un contexte et sur base de données qui sont objectives, scientifiques, fondées. Donc, ne pas entretenir une théorie, je peux dire presque du complot autour d'un certain nombre de choses, hein, parce qu'on a vu apparaître des choses assez surprenantes, hein, comme quoi la 5G générait par exemple le corona. Donc, je crois qu'il faut pouvoir dépacifier, enfin pacifier plutôt les débats autour de la technologie et de pouvoir fonder les discussions sur les faits. Et je pense aussi qu'au-delà de la technologie, il y a un débat ou un questionnement aujourd'hui au niveau de la société, non pas sur la 5G et sur les télécoms, mais sur la place des technologies dans nos pratiques quotidiennes. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ce qui est assez surprenant, c'est de rendre captif finalement le déploiement d'une technologie telle que la 5G par un débat qui finalement le dépasse très largement.
Une question qui demande, est-ce que l'Europe a un pouvoir, la Commission européenne, pour vraiment lancer la 5G, comme elle l'a fait par exemple pour les vaccins anti-Covid? Alors, elle a un pouvoir d'incitation à proprement parler, donc elle va fixer un grand cadre, etc. Il existe notamment ce qu'on appelle les roadmaps 5G au niveau européen, dans laquelle la Commission a tenté d'organiser, si vous voulez, le déploiement de la 5G de telle manière, puisque c'est un réseau, un peu comme un réseau autoroutier, hein, l'analogie est en soi assez parlante. Donc, il ne faudrait pas, dans l'idée de la Commission, qu'à un moment donné, il y ait des autoroutes construites en France qui s'arrêtent à la frontière belge pour passer sur du chemin de terre. Et donc, l'idée quand même de la Commission a été de pouvoir quand même coordonner un petit peu le déploiement de la technologie au niveau du continent pour s'assurer d'un déploiement uniforme. Mais son influence, entre guillemets, n'est que dans le cadrage ou dans la mobilisation des énergies, mais elle n'a pas un pouvoir contraignant sur les États membres. Et elle l'utilise évidemment dans toute une série d'autres cas, dont notamment, par exemple, dans le cadre du plan de relance aujourd'hui, hein, où la Commission identifie un certain nombre de targets par rapport notamment au digital, où 20% notamment de l'enveloppe du plan de relance aujourd'hui doivent être consacrés à des dossiers, à des projets liés au digital. Et la Commission va effectivement promouvoir l'accès à la technologie 5G. Parce que ça change structurellement les cadres et les modalités de fonctionnement de l'économie et de l'industrie européenne. Des questions un peu plus économiques. Est-ce que le matériel pour l'infrastructure de la 5G sera chinois, européen ou autre? Alors ça, de nouveau, c'est une question qui est aujourd'hui aussi, qui nous revient fréquemment aussi, effectivement, dans tous les échanges que l'on a, et sans doute à juste titre, hein, on entend parler notamment pas forcément de protectionnisme économique, mais de relocalisation industrielle, par exemple, sur le territoire. Dans le cadre, effectivement, de la 5G, la Commission européenne, et en ça, par exemple, effectivement, elle a eu plus que simplement un rôle de cadrage, etc., mais elle va inciter, véritablement obliger les États membres via ce qu'on appelle une toolbox européenne dans laquelle la Commission fixe un certain nombre de balises et de règles en matière d'équipement des réseaux télécoms. Donc, elle impose notamment un certain nombre de pourcentages de pièces mécaniques, si vous voulez, qui vont composer les réseaux télécoms qui devront être produits à partir d'entreprises européennes. Donc, c'est à la fois une même mesure de soutien au déploiement de l'industrie télécom européenne, mais aussi une mesure de protection en matière d'espionnage industriel, protection des données, etc. Donc effectivement, dans ce cadre-là, les réseaux européens ne seront certainement pas chinois, en tout cas chinois ou autres par ailleurs, parce on vise toujours la Chine, mais en Ouais, c'est vrai. réalité, l'idée c'est de pouvoir effectivement avoir un contrôle sur les devices venant d'entreprises européennes. D'accord. On dit, est-ce que la 5G, vu l'absence de latence, va améliorer la qualité du son dans les échanges, Alors, comme celui-ci par exemple? ben, évidemment, oui, effectivement, ça va améliorer les choses. Ça va, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, dans un premier temps, ça va permettre simplement de maintenir la qualité compte tenu de l'augmentation des consommations de data sur le réseau en B2C. Ça va premièrement permettre de garantir la qualité actuelle du réseau télécom et ça va certainement effectivement améliorer l'expérience usagée, comme on pourrait le dire de manière un peu plus politique. Alors, je crois qu'on a épuisé les questions. Des témoignages assez favorables qui vous remercient. Ah, quel est le coût pour l'installation du réseau 5G et par rapport aux retombées éventuelles pour la Belgique? Alors ça, je ne saurais pas vous donner un chiffre complet, mais c'est évidemment un coût très important, hein, puisque en fait, il faut upgrader l'ensemble du réseau télécom, hein, et donc c'est en ça aussi que les retombées, ce que je vous disais, les 3 milliards, notamment par an en Belgique, c'est à la fois de l'investissement, qui c'est de la consommation liée aux applications, etc., mais c'est aussi tous les investissements des opérateurs dans l'amélioration, la maintenance aussi du réseau qui est proposé. Et évidemment, c'est en ça aussi que nous demandons aussi au niveau avec les opérateurs, évidemment, de pouvoir avoir un cadre favorable aussi à l'investissement dans le cadre des réseaux de télécommunications, parce qu'évidemment, ça demande en fait un équipement et un investissement conséquent de la part des opérateurs aujourd'hui sur le territoire pour rendre possible simplement techniquement le déploiement de cette 5G. D'accord. Vous avez expliqué que la Belgique était plus stricte par rapport à la norme sanitaire de l'ICNIR. En fait, quel est le niveau qui devrait être atteint et respecté en Belgique pour autoriser un déploiement complet?
Mais nous, en tout cas, notre position aujourd'hui, c'est de dire que c'est la norme, évidemment, la recommandation internationale qui devrait être la référence en Belgique, puisque c'est à la fois un peu comme on le fait dans d'autres secteurs. Hein, je ne voudrais pas me risquer à des comparaisons sur d'autres politiques, notamment de l'OMS, mais enfin, il est surprenant que dans un certain nombre de situations, les recommandations de l'OMS sont considérées comme la référence que tout le monde doit suivre et que dans le cadre des télécoms, cette même organisation qui promeut un certain nombre de recommandations fondées sur la recherche scientifique semble un peu plus aléatoire. Et donc, effectivement, dans notre position, c'est qu'évidemment, cette norme internationale devrait être aujourd'hui la référence pour l'ensemble des pays européens afin de permettre aussi une compétitivité sur les économies qui soit comparable. D'accord, je vois qu'il est 14 heures. Nous avons encore quelques questions, mais bon, il faut quand même bien pouvoir se terminer à un moment. En tout cas, grand merci pour votre réponse très courte et concise aux questions qui ont permis d'en traiter quand même pas mal. Je vais rappeler les informations pour ce que nous avons traité. Si vous avez omis de demander une attestation lors de votre inscription, c'est le moment de le faire. Voici pour obtenir le slide, le code QR. C'est un WeTransfer. Vous avez 7 jours pour le télécharger. Vous pouvez également nous le demander par email. Notre prochain rendez-vous sera déjà dans quelques jours, à la mi-mars, avec Catherine Danse, qui est senior économiste chez Belfus et qui nous parlera de l'impact économique de l'administration Biden sur l'économie et les marchés. Et fin du mois, nous aurons Étienne de Calataille pour parler des finances publiques. Un tout grand merci pour votre participation. Vous étiez 230. Merci pour l'avoir animé. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Cet écran va rester disponible encore pendant une dizaine de minutes. Merci à tous. Au revoir.